Bienvenue dans cette émission, nous allons parler d'histoire des rois de France et notamment de leur corps avec Mathieu Davigna, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles, vous êtes historien évidemment, je crois que vous avez consacré votre thèse au Valais sous Louis XIV, hein, c'est ça? Tout à fait, oui. Un mot, alors je vais dire pourquoi vous êtes ici dans un instant, mais... qu'est-ce que c'est le directeur scientifique du centre de recherche du château de Versailles et qu'est-ce que c'est le centre de recherche du château de Versailles au fond? Alors le centre de recherche du château de Versailles, en fait, c'est un centre de recherche qui avait pour vocation de faire se rencontrer le monde de l'université, dont je suis issu, et de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, et le monde de la recherche dans les musées, puisque ce sont des deux mondes qui font de la recherche et qui généralement ne se parlent pas beaucoup. Se rencontrent pas. Se rencontrent pas. Donc l'idée, c'est l'objet principal, ce sont les sociétés de cours au XVIIe et XVIIIe siècle en Europe. Donc il y a un aspect comparatiste sur les différents aspects. Alors nous, on s'intéresse plutôt à la vie des gens et la conservation plutôt aux objets, grosso modo. D'accord. Et vous vous rencontrez et donc voilà, vous pouvez croiser les recherches au fond. Tout à fait. Alors, je dis pourquoi vous êtes ici, une actualité, c'est qu'il y a une série de conférences qui s'appelle Univers Cité, en deux mots, avec Cité CIT, qui a été lancé par Philippe Charlier à la faculté de médecine. Hein, et vous serez, dans le cadre de ces conférences, le mercredi 22 mai prochain à 18h, présent pour une conférence qui a pour titre « Roi de France, secret d'un corps de la naissance à la mort ». Alors justement, on va parler du corps. Pourquoi le corps? On pourrait dire, au fond, parce que l'autorité a besoin de s'incarner dans un individu, dans un être humain, donc dans un corps, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que le corps du roi est tellement important. Moi, le roi, par lui-même, est déjà sacré. Donc c'est vrai que l'incarnation du pouvoir a besoin d'être visible. On sait qu'il y a la théorie du double corps qui a été mise en place par les historiens cérémonialistes, etc. Mais il y a besoin de cette visibilité et surtout la monarchie française, elle est accessible, donc elle est visible. Alors cette accessibilité est limitée, on pourra en parler peut-être un petit peu après, mais on a tout un cycle de processus depuis la naissance jusqu'à la mort qui est extrêmement important tout autour du corps. Et puis après, il y a des rois emblématiques. Moi, ma spécialité, c'est plutôt le XVIIe et le XVIIIe siècle. Louis XIV, Louis XV, c'est un peu l'apogée. Hein, voilà, donc là, c'est l'apogée pour la monarchie française. Mais et du corps aussi, non? Et du corps, parce qu'évidemment, il y a un changement entre le règne d'Henri IV, on va dire, grosso modo. Il y a une césure entre Henri IV et Louis XIII, où il y a un nouveau cycle monarchique, on va dire un nouveau cérémonial monarchique pour le corps, en tout cas pour la mort, et qui va se perpétuer, alors non pas jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, puisque tous ces rois, finalement, même si on essaye d'imposer un modèle, auront des modèles différents. Que ça sera Louis XIII, Louis XIV, Louis XV ou Louis XVI. C'est vrai que aussi, on va en parler dans un instant, mais le fait qu'il y ait Versailles et il y a la cour à Versailles va changer un peu les choses. Mais si on revient un peu en arrière, est-ce qu'on pourrait dire qu'au fond, la symbolique du corps, ça commence avec le baptême de Clovis? Oui, parce que justement, on sait que le roi de France est surnommé le roi très chrétien, et c'est vrai que Clovis, qui a été baptisé en 496, a lancé évidemment tous ces rites du roi très chrétien. Ensuite, il y a eu Pépin le Bref qui a créé les États pontificaux, il y a Saint-Louis qui a fait les croisades. Et donc, grâce à toutes ces étapes dans la chrétienté, on va dire que les rois de France ont gagné leur titre de fille aînée. La France a gagné son titre de fille aînée de l'Église. Avec le baptême. Voilà. Et puis les rois de devenir les rois très chrétiens. Donc, on a évidemment... Faut remettre tout ça dans la longueur de l'histoire de France depuis 496. Il faut dire peut-être que le baptême de Clovis, c'est évidemment fondateur, puisque ça veut dire que le roi tient son pouvoir de Dieu. Dieu directement. Et c'est vrai qu'on va l'appeler le lieutenant de Dieu sur terre. Et quand on reprend l'étymologie du terme, c'est tenant lieu de. Donc c'est le représentant de Dieu sur terre. Et c'est vrai que Clovis a lancé toute ce symbolique autour du corps du roi. Alors, évidemment, cette symbolique du corps, elle est mise en scène, et qui dit mise en scène dit présence du public, au fond. Oui, alors ou d'un public, en tout cas. Un public, c'est la cour, en fait. Et c'est vrai que la cour
Elle existe depuis des temps anciens, depuis l'époque romaine. On a ce qu'on appelle la cour initialement, Oui. ce sont tout le personnel qui entoure le entoure le souverain, roi, oui. qui entoure le roi. Mais la cour telle qu'on l'entend nous aujourd'hui de façon un peu plus contemporaine, elle naît beaucoup plus au XVIe siècle, avec ce public qui est plus ou moins à demeure dans la résidence du roi. Et évidemment, à Versailles, on atteint le paroxysme, l'apothéose du spectacle, en fait, de ce que Madame de Sévigné appelait ce théâtre-ci. Et donc, on a un public. Et donc, qui dit évidemment spectacle suppose un public et un échange avec le souverain. Alors, vous le disiez, de la naissance à la mort. Est-ce que ça commence même un peu avant la naissance avec l'accouchement? Oui. Est-ce que les accouchements sont un peu publics? En fait, dès que l'annonce de la grossesse de la reine est annoncée, elle est scrutée, la pauvre. Et donc la reine, son rôle, au contraire du roi, la reine n'a pas de rôle politique en France. Et sauf d'assurer la continuité. D'assurer la continuité. Donc c'est vrai qu'avec l'exemple de Louis XIV, on a un exemple assez étonnant, puisque le mariage a été stérile pendant, entre guillemets, 23 ans. Louis XIII, il a eu du mal à donner un enfant à sa femme. Et donc, on a 23 ans, mais dès que on voit que les médecins, la faculté, justement, constatent l'absence de règles chez la femme, on commence à annoncer évidemment la naissance et l'avenir et la grossesse. Et là, évidemment, la reine est surveillée. Elle n'a plus le droit de faire de cheval, elle n'a plus le droit de faire un certain nombre de choses, puisqu'on a peur qu'elle ait des fausses couches. Anne d'Autriche, donc la mère de Louis XIV, a eu plusieurs fausses couches, et donc Louis XIII lui en a beaucoup voulu. Et surtout, après, il y a effectivement cet accouchement public. Alors, public, c'est limité, c'est-à-dire qu'on a un public choisi, mais limité. Mais on est quand même à une centaine de personnes. Non, centaines de personnes qui assistent à l'accouchement. Alors, ils ne sont pas tous au même moment. C'est-à-dire qu'on va compartimenter autour de la chambre de la reine. C'est-à-dire que la reine, dans un premier temps, est dans son lit habituelle, et dès qu'elle commence, celle qu'on appelle la parturiente, à accoucher, on la met dans un lit de travail. Il y a une sorte de paravent qu'on installe autour de son lit, et seuls les membres proches de la famille royale peuvent faire des allers-retours entre la pièce et véritablement la future mère. Mais tout cela a un sens assez important et politique, dans la mesure où ça a un rôle dynastique. Il s'agit de constater non seulement le sexe de l'enfant, si c'est un garçon ou une fille. Oui, ce qui est important. Voilà, ce qui est important. Si c'est un dauphin ou une princesse, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Et surtout, s'assurer qu'ils ne sont pas deux, par exemple. Qu'il y a des jumeaux. Et qu'il n'y a pas de substitution d'enfant. Qu'on n'enlève pas l'enfant royal pour le remplacer par un autre. Ça aurait pu arriver, ça? Eh bien, justement, c'est ce dont va se servir Alexandre Dumas, par exemple, pour les contes de Bragelonne, pour l'histoire du Basque de Fer. On a souvent parlé d'un frère jumeau de Louis XIV. Et tout cela est totalement impossible dans la mesure où Anne d'Autriche a accouché en public à Saint-Germain-en-Laye, puisque Louis XIV est né à Saint-Germain-en-Laye, et qu'il y avait déjà ce système qui, en fait, est apparu véritablement sous Henri IV. Donc on est sûr qu'il n'y en a qu'un, quoi. Voilà. Donc on est sûr qu'il n'y en a qu'un. Alors après, de savoir si c'est le fils de Louis XIII, ça c'est autre chose. Oui, le père, on n'est jamais sûr, comme on dit. Voilà, mais la mère, on est sûr. Et puis, oui, c'est vrai. Et parce qu'il n'y a jamais eu le cas, mais qu'est-ce qui se serait passé s'il y avait eu des jumeaux? Eh bien, je pense que le premier qui est né, serait considéré comme l'aîné. On a le cas de jumelles sous Louis XV. Les premières filles de Louis XV sont des jumelles. Il se trouve que Louis XV a eu 8 filles et 2 garçons, et que ces filles, avant d'avoir des prénoms, ont été surnommées Madame Première, Madame Deuxième, Madame Troisième, Madame Quatrième, etc. Donc, on suppose que l'aîné aurait été le futur roi. Alors, on le disait, oui, l'apogée, c'est avec Versailles, Louis XIV, Louis XV. Alors là, tous les événements de la vie du roi, du lever au souper, sont publics. Oui, alors tout est public, c'est-à-dire que... c'est une vie de chien, quand même. Alors, c'est une vie de chien, mais en même temps, c'est Catherine de Médicis qui avait prôné cela. On est à la fin du XVIe siècle, qui, au sortir des guerres de religion, s'est rendu compte que les compagnons du roi étaient un petit peu très copains, on va dire, avec le souverain, et rentraient à toute heure dans la chambre du roi, lui claquaient la claque dans le dos, etc. Et donc, elle a voulu mettre une distance, elle a
vraiment conseillé à son fils Henri III de mettre une distance pour que le souverain soit considéré comme véritablement sacré. On en parlait tout à l'heure. On avait un peu oublié cette notion de sacré pendant les guerres de religion. Et l'idée de mettre en place un cérémonial extrêmement strict, une étiquette, c'est-à-dire un lever à telle heure, seules certaines personnes sont autorisées ou pas à rentrer dans la chambre, etc., ça met une distance entre le souverain et ses sujets, et ça lui donne une place à la cour. Et c'est vrai que sous Henri IV, puis sous Louis XIII, on a un peu oublié ce principe, et Louis XIV va le remettre extrêmement au goût du jour. Donc il y a un sens politique dans cette distance et dans cet accès. C'est-à-dire que le roi de France, au contraire des rois espagnols qui est caché, qu'on voit assez rarement, le roi de France doit se montrer et doit être accessible. Alors, accessibilité limitée, on peut lui parler uniquement s'il vous parle le premier, c'est comme aujourd'hui avec le roi d'Angleterre, vous avez le droit de parler au roi d'Angleterre si vous adresse le premier la parole. Donc ça limite évidemment la conversation. Et c'est intéressant ce que vous dites alors, parce que c'est assez spécifique à la France, ça alors, ou peut-être à l'Angleterre aussi Alors un peu à l'Angleterre effectivement, mais assez spécifique à la France. À la France. Oui, cette en notion... Espagne alors on le Alors voit en Espagne, le roi est assez caché. C'est-à-dire que le roi a une intimité, le roi a aussi un rôle assez sacré, même si le roi d'Espagne n'est pas sacré, mais il y a un côté extrêmement distant, mais on le voit assez peu. Ce qui est une forme de pouvoir aussi, voilà, d'ailleurs. Une forme de pouvoir. Donc chez les Habsbourg, le roi est vraiment... voilà. Donc en plus, il y a une sorte de concurrence de modèles entre les Habsbourg et les Bourbons, évidemment, qui se met en place. Alors, on parlait de la naissance, mais évidemment, tous les événements de la vie des souverains est publique. Et on peut parler de la maladie et de la mort. On se souvient peut-être, je ne sais pas quand c'est une comparaison, mais je voudrais vous interroger là-dessus. Quand François Mitterrand, par exemple, était atteint de cancer, on a caché ça, on a fait des faux bulletins médicaux. Est-ce que, quand les souverains sont malades, est-ce que ça se sait ou est-ce que là aussi il y a un secret médical? Par exemple, la fistule anale de Louis XIV. Alors il y a un secret médical, effectivement, puisqu'on parle de la fistule anale, mais c'est vrai qu'on a la chance, et pour Louis XIII, du moins de Louis XIII, depuis sa naissance jusqu'en 1628, donc jusqu'à ses 27 ans à peu près, on a son premier médecin qui a tenu un journal au jour le jour, où on connaît tout. Pour le coup, tout des maladies de Louis XIII pendant 27 ans. On connaît l'état de ses selles, on connaît ce qu'il boit le matin, etc. Et tout. Pour Louis XIV, c'est un peu plus discret. On a un journal de santé de Louis XIV, mais qui est beaucoup plus évasif. Et on a évoqué la fistule anale en 1686, qui là est totalement cachée en fait à la cour. Et le roi est invisible pendant plusieurs jours, au point que les courtisans se posent la question s'il est toujours vivant. Ah oui. Et donc, parce que on s'inquiète, comme on ne le voit pas, on se pose la question de savoir s'il est vivant. Et seuls les domestiques les plus proches, donc en l'occurrence ses premiers valets de chambre, et même ses ministres principaux, donc Louvois, qui était le secrétaire d'État de la guerre, sont au courant, et on apprend 3 jours après l'opération, pratiquement au moins quelques jours après l'opération, ou le matin même après l'opération, que le roi a été opéré d'une fistule anale, mais c'est la découverte pour toute la cour. Et c'est vrai que de ne pas le voir inquiète énormément. Donc on est effectivement dans le même cas que de François Mitterrand et de son cancer. Absolument. Alors il y a une mort un peu particulière, on pourrait parler, mais il y a celle de Louis XV, notamment, qui est atteint de la petite vérole, qui est une maladie extrêmement contagieuse, et je crois que, je sais pas, il va y avoir une... Alors évidemment, on ne peut pas l'isoler. Pendant la maladie, il va y avoir une centaine de personnes qui vont attraper la petite vérole parce qu'il va être contaminé. Oui, alors il attrape cette petite vérole, il est à Trianon, et son chirurgien, qui ne le voit pas tout de suite. En fait, la faculté est assez incompétente au départ de la maladie de Louis XV. Il avait déjà eu... il pensait justement... Oui, il pensait, parce qu'il dit à sa fille, à un moment, si je l'avais pas eu, je croyais... Oui, je penserais que ce serait la petite vérole. Oui. Et son chirurgien, Lamartinière, lui dit, c'est à Versailles qu'il faut être malade, donc il quitte en toute hâte le Trianon pour revenir à Versailles. Et c'est vrai que les médecins sont un peu incrédules au départ. Ils se rappellent certainement que son père et sa mère sont morts de la vérole justement lorsque lui avait 2 ans, et il imagine lui-même qu'il avait contracté la petite vérole, mais il ne devait pas l'avoir vue suffisamment forte pour être immunisé.
Et assez rapidement, évidemment, les pustules commencent à apparaître. Il est difficile de cacher au roi qu'il a la petite vérole, et seules ses filles, ses deux filles aînées, Madame Adélaïde et Madame Victoire, qui l'ont eu très forte, continuent à le veiller jusqu'au bout. Louis XVI, même Marie-Antoinette continue, parce qu'elle l'a eu et a même été immunisée en Autriche. Elle avait été vaccinée. On commençait à vacciner. En regardant un peu les choses, j'ai été assez stupéfait. C'est-à-dire qu'on l'a, par exemple, inoculé à Louis XVI. Alors après la mort de Louis XV. C'est-à-dire que, mais c'est les débuts de la vaccination, quoi. Oui, oui. Et même Louis XVI est un peu en retard, parce que finalement, les Habsbourg l'avaient fait une vingtaine d'années auparavant. Marie-Thérèse, l'impératrice Marie-Thérèse, avait inoculé la plupart de ses enfants, de ses 16 enfants. C'était Tronchin, un médecin suisse qui avait lancé véritablement la mode, entre guillemets, en tout cas de la vaccination. Même le petit-fils de Louis XV, Ferdinand, l'enfant de Parme, avait été... et Louis XV ne l'avait pas fait. Et la famille royale reculait, parce qu'effectivement, il y avait assez peu de recul sur ce type de vaccination. Mais après la mort de Louis XV, effectivement, et Louis XVI et ses frères se font inoculer la variole. Ouais, c'est drôle, parce qu'on dit toujours Pasteur, mais en fait, ça existait un peu avant. Alors, la mort de Louis XV, oui, la putréfaction commence un peu avant la mort, donc il y a une odeur pestilentielle, hein, je pense, qui se oui, donc il y a une odeur, et il n'a pas eu, du coup, le cérémonial qu'on avait fait pour Louis XIV. Normalement, on a changé, en fait, le cérémonial de la mort entre Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, c'est-à-dire que Louis XIII va introduire la mort en chrétien, c'est-à-dire qu'il va demander moins de faste, et il se rappelle qu'il est un chrétien, qu'il ne doit pas dépenser énormément d'argent pour ses funérailles, comme avait fait Henri IV. Jusqu'à Henri IV, on avait ce qu'on appelle le système de l'effigie, c'est-à-dire qu'il y avait le corps du roi qui était exposé, mais qui était une effigie en cire, et tant que le roi n'était pas enterré, inhumé véritablement à Saint-Denis, on avait une sorte de double règne, d'interrègne, où le roi ne devait pas se montrer. Avec Louis XIII, ça change. Le roi est exposé quelque temps dans un salon, donc en l'occurrence à Saint-Germain, pour Louis XIII, et voilà. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'événements. On parlait de la naissance, de la mort, mais il y a aussi le sacre, le mariage. Enfin, il y a tous ces événements qui sont évidemment publics. Et puis l'apparence. Oui. Par exemple, alors, la perruque. Alors, on dit que c'est parce que Louis XIV était chauve. Oui, en fait, Louis XIV, il a eu plein de maladies, le pauvre, mais c'est ce qui a certainement renforcé son image d'être immortel, puisqu'il a eu 3 maladies quand il était jeune, réputées normalement à l'époque mortelles. Il en a réchappé, et notamment une fièvre typhoïde en 1658. Donc il a 20 ans, où il perd ses cheveux. Et ses cheveux repoussent assez mal, et même de façon un peu bizarre. Donc il préfère se raser la tête et commencer à porter la perruque, là où son père, ou les aristocrates à l'époque, portaient leurs cheveux naturellement longs. La perruque, ça vient de là, quoi. Et donc, tout le monde comme Louis XIV porte la perruque, tout le monde la porte. Tout le monde se met à porter la perruque, ça lance la mode. Alors, évidemment, comme il y a une relation avec le public, il y a quand même des problèmes de sécurité. Comment on protège la famille royale ? Alors, il y a évidemment plusieurs corps de garde. Hein. Le roi est extrêmement protégé, d'autant plus que Henri III et Henri IV ont été assassinés. Donc, Louis XIII et Louis XIV ont ça quand même en tête, se rappellent qu'il y a eu des assassinats. Et lorsque le roi se déplace à Versailles, il a une sorte de cordon de sécurité autour de lui, qu'on appelle la garniture, c'est-à-dire qu'il a derrière lui son capitaine des gardes du corps, de garde-corps française, devant lui son capitaine des gardes suisses, à sa droite l'enseigne des gardes du corps, à sa gauche c'est l'enseigne garde suisse, et après tout autour un cordon de garde. Donc quand il se déplace, il n'est pas directement... Non, il n'est pas en contact direct, mais ça n'empêche que Louis XV va quand même faire l'objet d'un attentat en janvier 1757, au sortir de son appartement dans la cour de Marbre, où il va être frappé par Damien. Alors, comme on est en janvier, qui fait extrêmement froid, il se trouve qu'il a beaucoup de vêtements sur lui, et que la lame de Damien va à peine effleurer le corps de Louis XV, mais qui va être extrêmement marqué d'avoir pu être frappé comme ça. Il va dire à son capitaine des gardes du corps, qui était le duc de Noailles, ou le duc d'Ayen, qui va lui dire « Avouez, monsieur, que je suis bien gardé ».
Alors, vous y faisiez allusion tout à l'heure, on ne peut pas parler du corps du roi sans parler de la théorie des deux corps, le corps physique, donc qui est mortel, et puis un autre corps qui survit, et qui donne lieu d'ailleurs à cette expression « le roi est mort, vive le roi hein, », c'est ça, c'est-à-dire la continuité de la monarchie. En fait, cette théorie du double corps a été mise en place par les historiens cérémonialistes dans les années 50-60. Et c'est vrai que cela fonctionne assez bien jusqu'au règne de Louis XIII à peu près. On évoquait tout à l'heure les funérailles où il y avait ce système de l'effigie. Lorsque le roi est mort et qu'on expose le corps royal, en fait, on met le vrai corps du roi dans un cercueil et on met pendant 2 mois, avant le temps qu'on ait préparé à Saint-Denis tout le tombeau, une effigie. Et il y a une sorte d'interrègne pendant lequel le nouveau roi n'est pas censé se montrer. D'accord. Elle a été un peu mise à mal, cette théorie du double corps, même si on évoque toujours l'idée qu'il y a quand même le corps physique et le corps spirituel. Et c'est la théorie des juristes, le roi ne meurt jamais, c'est-à-dire que dès que le roi est mort, à partir de Louis XIII, il y a une continuité, c'est-à-dire que évidemment le roi mort, sa maison, c'est-à-dire tous ses domestiques, sont immédiatement reconduits et mis à disposition du nouveau roi. Et c'est vive le roi, c'est-à-dire le roi est mort, donc c'est le roi, vive le roi, c'est vive le nouveau roi qui rentre directement dans son règne. Oui, au fond, le problème, c'est que les rois soient mortels, quoi. Voilà, donc il y a l'idée en fait de dynastie, d'autant plus pour les Bourbons, qui sont une dynastie assez jeune au moment où Louis XIII Henri IV inaugure la dynastie. Donc il y a une volonté véritablement de ne pas avoir ce système d'interrègne qu'on avait auparavant. Est-ce que, au fond, dans les systèmes qui est très différents, dans lesquels on vit aujourd'hui, qui sont les systèmes de démocratie, il y a encore quand même cette mise en scène du corps. Est-ce qu'il y a des choses qui ont perduré, qui restent de l'ancien régime? Dans certains pays qui sont plutôt autoritaires, en général, on voit les systèmes d'embaumement et d'exposition du corps, puisque là, on avait l'embaumement des corps royaux qui étaient présentés au public pendant quelques jours et jusqu'à l'enterrement. Et puis après, alors, dans les côtés physiques, la République française est quand même très marquée par la monarchie, un système qui est assez héritier il y a quand même des héritages lourds. Des héritages, et puis après, on peut parler de coaching vestimentaire, je ne sais pas, ou de manière de s'exprimer. Après, vous parlez de régime autoritaire, c'est vrai... Pour Poutine, c'est vrai qu'il met en scène aussi beaucoup, il a beaucoup mis son corps en scène avec le sport, le machin, je me bats avec les ours, je monte à cheval, etc. Donc c'est vrai que au fond, le corps qu'on voit probablement encore plus aujourd'hui que on ne le voyait sous l'Ancien Régime, parce que là c'était juste les gens de la cour qui le voyaient, c'est aussi une symbolique du pouvoir, quoi. Oui, alors à l'époque, il y avait quand même une diffusion, une propagande, entre guillemets, parce que c'était anachronique d'utiliser le terme, mais la diffusion par la gravure. C'est-à-dire qu'effectivement, si tout le monde n'avait pas accès, alors que Versailles était ouvert au public, c'est ça qui est assez étonnant. C'est comme si aujourd'hui, on se disait que l'Élysée n'importe qui était convenablement bien habillé. Donc ça supposait d'avoir un juste corps pour les hommes et une épée et un chapeau. Mais encore fallait-il qu'ils le sachent, les gens, pour pouvoir y aller. Mais quiconque était bien habillé pouvait rentrer. C'est-à-dire que dès lors que Louis XIV a décidé de faire de Versailles sa résidence principale en 1682, n'importe qui pouvait rentrer, y compris dans sa chambre. On pouvait circuler pratiquement dans l'ensemble du château, à condition que le roi ne soit pas dans la pièce. C'est comme si aujourd'hui on allait à l'Élysée parce qu'on considère que ça appartient à la nation. On va pas juste dans le bureau de Macron, quoi. Voilà. Mais donc si effectivement tout le monde ne voyait pas le lever du roi, le souper du roi, etc., il y avait une diffusion extrêmement importante de l'image royale et du corps royal, notamment par les statues équestres. C'est-à-dire qu'Henri IV a commencé à lancer ces fameuses statues équestres sur la place des Vosges, sur l'île de la Cité, etc., au bout de l'île de la Cité. Et puis après, il y en a eu plusieurs. Louis XIV en a installé plusieurs, place des Victoires. Et il y en a eu encore après pour Louis XV, etc. Et ça s'est diffusé même partout en France. Donc on voyait ce corps majestueux, musclé, vêtu à la romaine, à l'imperator, etc., où on a évidemment la glorification du corps royal.
Eh ben, vous allez parler de tout ça donc le 22 mai, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. De toutes c'est vrai que c'est une problématique passionnante, quoi, au fond. Hein, oui, et puis surtout ces maladies qu'on n'imagine pas, et c'est vrai qu'on dans les maladies qui vous ont le plus marqué, c'était... Louis XIV est assez intéressant parce qu'effectivement, il a eu la scarlatine, il a eu la rougeole, il a eu la fièvre typhoïde, il a eu sa fistule anale, et après, il est mort de la gangrène à presque 77 ans, moins 5 jours. Ouais. Et c'est vrai qu'au moment de mourir, là, on a le corps qui est en train de dépérir. On voit ses plus proches serviteurs qui sont autour de lui, qui sont évidemment dans la démonstration et la monstration de la thématique des larmes. Alors on ne sait pas si c'est sincère ou non, mais on va dire que oui. Et on a ce Louis XIV qui a un moment de lucidité, qui dit « Mais pourquoi pleurez-vous, m'avez-vous cru immortel ?» Ah oui. Et donc, on a ce côté où il sait que son corps est physique, et on a souvent prêté cette parole à Louis XIV, qui est complètement fausse, hein, « L'État, c'est moi ». En revanche... Ah, il n'a jamais dit ça. Non, il n'a jamais dit ça. En revanche, lorsqu'il meurt, il dit « Je m'en vais, mais l'État demeurera toujours ». Et donc, on voit cette continuité. Il sait qu'il meurt, il appelle son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, il fait tout un discours. Alors tout ça est très bien raconté par tous les mémorialistes, par tous les journalistes de l'époque. Mais on a cette idée encore de continuité du pouvoir, même dans le corps malade. Est-ce que, alors c'est une mort un peu bien particulière, c'est celle de Louis XVI. Oui. Mais est-ce que là aussi, il y a une sorte de mise en scène du corps? Il y a une sorte de mise en scène, évidemment, de la part des républicains, parce que déjà de montrer la tête royale, c'est quelque chose. Et puis d'être arrivé à un moment donné, on peut comprendre la haine des révolutionnaires, parce qu'il y a une désacralisation progressive du corps royal tout au long du XVIIIe siècle, et encore plus évidemment au moment de la Révolution, parce qu'il y a une telle haine. Pour en arriver à se dire qu'on va tuer le roi qu'on considérait encore malgré tout comme le représentant de Dieu sur terre. Et puis il y a surtout quand même les gens qui essayent de récupérer les restes, parce qu'on sait que le corps de roi va être jeté rapidement dans une fosse commune, on va jeter de la chaux dessus, mais il y a des gens qui vont essayer de récupérer un bout de cheveux, un bout de... etc. Donc il y a quand même cette vénération, pour certains nostalgiques, pour d'autres peut-être par pur fétichisme, mais il y a une mise en scène, il y a la gravure évidemment, des gravures qui sont montrées, on a la même chose pour Marie-Antoinette, etc. Donc on a... voilà. Et est-ce qu'il y en a... évidemment, après cette exécution, est-ce qu'il y a un avant et un après? Est-ce que ce qui va se passer avec Louis XVIII, Charles X, Louis-Philippe, et même Napoléon, il y a un changement Alors il y a un changement, parce que déjà il y a un changement même au point de vue religion, c'est-à-dire que les gens ne sont plus totalement entre guillemets dupes, ils ne sont plus dans l'idée de la personne sacrée, etc. Néanmoins, si Louis XVIII va comprendre qu'il ne devra pas passer par un sacre pour être roi de France, donc le comte de Provence, premier frère de Louis XVI, qui devient Louis XVIII en 1814-1815. Charles X, lui, donc le deuxième frère de Louis XVI, lui, en 1825, va revenir au principe du sacre. Donc, il y a un côté un peu... plus conservateur. Rétrograde, rétrograde un peu, qui ne marche plus. Mais... d'ailleurs, il n'a pas laissé une grande trace dans l'histoire. Écoutez, merci infiniment, Mathieu Davidia. Je vous remercie. Et puis voilà, on peut reparler quand vous voulez de tous ces sujets, parce que c'est passionnant. Je rappelle que vous serez donc le 22 mai prochain à 18h. C'est à la faculté de médecine, en conférence, pour cette conférence, les rois de France, secrets d'un corps, de la naissance à la mort. Merci infiniment. Merci à vous.